Dans le cadre de cette intervention, j'aimerais essayer de mettre en lumière les relations complexes entre cosmopolitisme et droit naturel. Plus exactement, ce à quoi je vais m'intéresser ici, c'est à l'impact possible de l'Anthropocène sur ce que l'on pourrait appeler le programme moderne du cosmopolitisme. En quoi est-ce que l'Anthropocène nous amène nécessairement à reformuler le cosmopolitisme? Derrière cela, comme je vais essayer de l'expliquer, il y a un enjeu très concret pour le juriste, parce que le droit international contemporain est déjà en partie un droit cosmopolitique. Il importe donc de savoir si la conception du cosmopolitisme qui sous-tend cette partie du droit international est la bonne, ou s'il n'est pas nécessaire de lui apporter des modifications au regard de ce que signifie l'Anthropocène pour la modernité politique et donc pour le droit moderne. Je vais donc dans un premier temps commencer par rappeler les liens qui existent entre droit naturel et droit cosmopolitique dans la doctrine moderne du cosmopolitisme, en me fondant essentiellement sur la philosophie kantienne. Dans un second temps, j'examinerai les raisons pour lesquelles l'Anthropocène vient mettre en cause certains des présupposés du droit cosmopolitique tel qu'il a été élaboré par la modernité. Puis, dans un troisième temps, je m'interrogerai sur les nécessaires mises à jour à apporter au programme moderne du cosmopolitisme et j'esquisserai à cet égard quelques pistes. Alors l'idée principale est que le cosmopolitisme est profondément lié dans sa conception aux fondements de la modernité politique. Ces fondements amènent à opposer la nature et l'humain, et plus encore à caractériser l'humain par sa faculté, dont il est le seul détenteur parmi tous les autres vivants, à s'arracher de la nature par l'exercice de sa liberté. L'être humain est en effet, parmi tous les vivants, tous ceux qu'on pourrait aussi appeler les naturels de la Terre, l'être humain est l'être qui se singularise par cette aptitude à s'éloigner de la nature, par un perfectionnement qui le conduit vers la culture, c'est-à-dire vers le déploiement de ses facultés en tant qu'être libre. Le cosmopolitisme moderne, tel que conceptualisé par Emmanuel Kant, est profondément redevable de cette vision des choses. En tant que programme historique, le cosmopolitisme se définit précisément comme sortie de l'état de nature pour atteindre l'état civil. L'état de nature est en effet défini comme l'état de guerre de tous contre tous, dont les humains sont appelés à sortir pour fonder des États, à savoir un pouvoir centralisé de contraintes qui fera respecter les droits de tous et de chacun et établira la paix. Mais, poursuit Kant, comme la guerre continue de prévaloir entre les États dans leurs relations extérieures, eh bien cette guerre met constamment en danger la paix acquise à l'intérieur des États. Il est donc nécessaire, conclut Kant, que les États, à leur tour, sortent de l'état de nature pour établir entre eux une paix perpétuelle, autrement dit, une situation cosmopolitique ou un état cosmopolitique, mais avec un petit e, c'est-à-dire un état, au fond, de transition cosmopolitique. Tout le projet, le programme du cosmopolitisme est donc fondé sur l'opposition entre nature et culture, et sur cette idée d'une sortie de l'état de nature, d'une mise à distance de la nature, celle-ci étant perçue et comprise comme chaos, et l'être humain comme celui qui met de l'ordre dans ce chaos, qui lui apporte une forme d'intelligibilité. Mais la relation entre cosmopolitisme et nature est plus profonde encore. Si l'histoire de l'humanité est l'histoire d'une libération des lois de la nature, elle est aussi l'histoire d'une réassignation de la loi naturelle vers une fin humaine, et par conséquent, l'histoire de l'établissement de la maîtrise de l'homme sur la nature. Autrement dit, la nature est ce que l'humain utilise, grâce à la technique, pour mieux s'en arracher. À cet égard, il faudra sans doute revenir plus en détail vendredi sur la problématique de l'être humain et de sa liberté comme finalité de la nature, chez les stoïciens, mais aussi et surtout chez Kant, avec ce passage au comme si, qui permet à Kant d'avancer le cosmopolitisme comme dessein caché de la nature. Autrement dit, pour pouvoir expliquer l'effectivité de la liberté dans la nature, et donc l'histoire, Kant fait l'hypothèse transcendantale que la nature a pour fin la réalisation de la liberté humaine. Mais même en acceptant cette prémisse, même en acceptant que la nature agisse ici comme une force téléologique qui guide d'une certaine manière l'humanité, Kant admet que l'humanité reste libre
et que la réalisation de sa fin ne peut par conséquent se faire qu'à la condition de son usage, dit-il, intelligent des forces naturelles, autrement dit un bon usage de la nature. C'est de toute évidence de cette intelligence, de ce bon usage dont nous avons manqué et qui nous a fait entrer dans l'Anthropocène. Alors la difficulté classique du cosmopolitisme, Kant l'a parfaitement identifié, c'est l'aspect problématique de la nature humaine, ce qu'il identifie comme étant l'insociable sociabilité, qui fait que on n'est jamais sûr, au fond, de parvenir à l'objectif ultime de la paix perpétuelle, même si on peut, d'une certaine manière, se rassurer en pensant que chaque épreuve, chaque conflit, nous rapproche en quelque sorte du but, selon le plan caché de la nature, dont la finalité est la réalisation de la liberté. À cette difficulté s'en ajoute aujourd'hui une nouvelle qui porte précisément sur la remise en cause radicale du plan caché de la nature. Pour le dire de manière triviale, la nature n'est plus de notre côté. Nous ne pouvons plus poser la nature, y compris de manière hypothétique, comme étant au service de notre fin humaine. Michael Fussell pose bien le problème dans son ouvrage « Après la fin du monde, critique de la raison apocalyptique », et je voulais ici citer un passage en particulier qui me paraît tout à fait explicite à cet égard. Je cite « Si modernité veut dire affirmation d'une temporalité humaine autonome, celle de l'histoire et des progrès de la liberté, alors l'aboutissement anthropocène d'une telle sécession par rapport à la nature a quelque chose de fondamentalement ironique. Tous les efforts de l'humanité, poursuit Michael Fussell, pour s'émanciper de la nature s'achèvent dans un retour, pour l'instant désastreux, à la suprématie de la Terre. Les artefacts humains n'auront servi qu'à créer une nouvelle puissance géologique. À la fin du monde, c'est Gaïa, la Terre-Mère, qui gagne. Une nature qui n'est plus seulement l'arrière-plan des actions humaines, mais la principale actrice de l'histoire. L'Anthropocène résonne alors comme un rappel à l'indifférence foncière de cette nature, à une humanité ramenée au rang de second rôle négatif dans l'histoire du vivant. Et je termine ici la citation. Effectivement, ce que Kant ne pouvait pas prévoir dans son système, et qui constitue réellement une rupture avec la modernité, c'est que l'être humain puisse être, d'une certaine manière, dépassé par la nature, que son rêve de maîtrise de la nature est pour conséquence ironique, une nature qui prend le dessus sur lui. Cet événement-là, contrairement aux inégalités, à la guerre, etc., ne prépare pas l'humanité au mieux. Elle le condamne irrémédiablement. Et une fois le processus enclenché, il n'est pas certain que l'humanité puisse continuer à recourir à la nature pour faire place à sa propre fin. Car la nature ne se prêtera plus à cette instrumentalisation. Elle sera littéralement déchaînée, hors de contrôle, non maîtrisable. C'est, autrement dit, un grain de sable dans la belle logique kantienne, une erreur humaine qui, contrairement aux autres, n'est pas rattrapable. Même si l'humanité le voulait, elle ne le pourrait plus. Le problème est donc de savoir si et en quoi le programme du cosmopolitisme doit être révisé à l'âge de l'Anthropocène. Ce questionnement a provoqué jusqu'ici deux types de réactions. La première réaction se situe au niveau proprement philosophique. Elle consiste en une tentative de refondation du cosmopolitisme, de relance du cosmopolitisme sur l'idée des risques globaux. Au fond, la menace d'une extinction de l'humanité serait de nature à rendre nécessaire, et en réalité presque inéluctable, le cosmopolitisme. La deuxième réaction se situe au niveau juridique, et trouve pour l'essentiel son expression dans l'élaboration d'un droit de l'environnement sur le plan national et international, voire d'un droit à l'environnement. Le moins qu'on puisse dire est qu'au vu de l'ampleur prise par les différentes parties de ce corpus juridique, le droit de l'environnement, le droit n'est pas sourd aux préoccupations liées à l'Anthropocène. Serait-il donc permis, à la lumière de ces développements, et en particulier de ces développements juridiques, de faire preuve d'optimisme et de penser que le cosmopolitisme non seulement pourrait se remettre, de ne plus avoir pour garantie ultime le plan caché de la nature, mais pourrait même, faisant fond sur ce nouveau défi, connaître un nouvel élan. Rien n'est sûr à cet égard. C'est que le cosmopolitisme
même s'il venait à connaître un développement particulier dans le champ du droit de l'environnement, ne se heurterait pas moins qu'ailleurs, aux obstacles auxquels il se heurte dans d'autres champs, et qui continuent, en fait, en pratique, de freiner, voire d'empêcher l'adoption de mesures décisives pour contrer les conséquences destructives de l'Anthropocène, parmi d'autres questions. Quand bien même, en effet, on en viendrait à intégrer pleinement la problématique de l'Anthropocène dans le cosmopolitisme, il faudrait compter avec deux autres formes qui semblent intrinsèquement liées à la modernité et qui paraissent faire obstacle à une cosmopolitique de la nature. L'État souverain, d'une part, et d'autre part, ce que Serge Audier a appelé le productivisme, et qui trouve son expression contemporaine dans le phénomène de la mondialisation économique capitaliste. Ce qui m'amènera à conclure, finalement, que si tant est qu'une révision du projet cosmopolitique soit possible, elle passera nécessairement par la construction d'un nouveau modèle d'État cosmopolitique, c'est-à-dire d'une mise à l'écart de la souveraineté comme fondement de la légitimité de l'État et comme fondement du droit international. Mettre un terme à la théorie des deux sphères, à l'illusion entretenue par la souveraineté d'une sphère internationale séparée d'une sphère interne, est un passage obligé. Cela passe par une démocratisation des organisations internationales et une complète réarticulation des compétences et des droits entre différents acteurs en fonction des domaines du droit international. Autrement dit, le développement d'un fédéralisme démocratique intégral qui comprendrait parmi ses sujets et objets non seulement l'humanité, les êtres humains, mais aussi la biosphère et les différents naturels qui, avec nous, habitent la planète Terre, qui est aussi, jusqu'à aujourd'hui, notre seule maison dans l'univers.